J'en parle avec Isabelle Destaler, elle est doyenne de la Faculté d'administration des affaires à l'Université Mémorial de Terre-Neuve. Merci beaucoup d'être là, Madame Destaler. Ça me fait plaisir. On l'a surnommé la reine des airs, cet avion-là. Expliquez-nous ce qu'il a de mythique, cet appareil. Bien, sa taille, et ça a contribué beaucoup à démocratiser le transport aérien. Il y a plus de 50 ans déjà qu'on le mettait en service. Puis comme ça permettait de mettre plus de gens à bord, ça permettait de diminuer le coût d'exploitation, au fond, le coût par passager, donc le prix du billet. Alors, c'est toute une époque qui se termine. C'est sûr que ça frappe un peu l'imaginaire, surtout que ça arrive en ce moment, puis on a tellement d'annonces qui sont plus ou moins, qui sont assez négatives. Au fond, ce qui a trait au transport aérien, on dirait que ça frappe un peu plus, mais il faut se rappeler quand même que c'était une mise au rencard, si on veut, dans le cas de certains transporteurs, du moins, là, qui était prévu. Donc mais c'est sûr que ça frappe... Oui. C'est pas devancé, donc, par le contexte actuel? D'environ 6 mois, fait que c'est pas plusieurs années, mais c'est quelque chose qu'on prévoyait. Puis là, c'est sûr, écoutez, on se cachera pas, là, ça va tellement mal que la chose à faire est de faire cette chose-là plus rapidement et d'aller parquer ces avions dans le désert et on va, j'imagine, les utiliser pour les pièces, etc. Bon, évidemment, avant qu'on ait terminé complètement de l'utiliser, Qantas cesse de les utiliser maintenant. Il en reste une poignée là, auprès d'autres transporteurs dans le monde. Mais c'est encore aujourd'hui un symbole de nostalgie, le 747, du bon vieux temps de l'aviation. C'était le luxe, c'était le plaisir. À l'occasion, ça a bien changé. Oui, c'était le luxe, le plaisir. Et là, on sait que c'est plus tellement ça, à moins de... Pré-COVID, là, à moins d'avoir la possibilité de voyager en classe affaires ou en première classe, c'est sûr que c'est rien de très agréable de s'entasser davantage à l'intérieur des appareils. Fait qu'on a l'impression qu'on avait plus de place. Même chose du côté du 380, ce très grand appareil sur lequel Airbus avait misé beaucoup. Tu sais, quand on s'inquiète toujours, puis on parle toujours de la question de bombardiers, à quel point le développement aéronautique, ça coûte cher et on peut y perdre de l'argent. Bien, le 380, on ne saura jamais vraiment combien ça a coûté. Est-ce qu'Airbus est rentré dans son argent ou pas? C'est un grand mystère. Alors ça aussi, la mise au rencard de cet appareil-là. Et puis l'autre chose que je me dis aussi, au-delà de l'aspect nostalgique, je me demande ce que ça veut dire quand à toute cette organisation du transport aérien autour de la plaque tournante, ce qu'on appelle en anglais le hub and spoke, où on amène des passagers des régions avec des appareils plus petits, on les amène à l'aéroport central, là, ou l'aéroport principal de la compagnie aérienne, et là, on agglomère les gens dans des plus grands appareils pour les amener outre-mer. On se demande si on ne verra pas plutôt arriver ce qu'on appelle en anglais le hub busting, où on passe simplement par-dessus le hub. Et quand on pense à notre fameux C-Series, qui sera connu sous le nom de A220, c'est un plus petit appareil, c'est un appareil qui a une bonne portée et qui pourrait très bien amener des groupes de gens plus petits, des plus petits groupes de gens vers des destinations internationales à partir d'aéroports plus régionaux. Pourquoi? Alors, il y a tout cet aspect-là. Pourquoi on fait ça, Madame Destaler? C'est que les voyageurs ne veulent plus faire de correspondance ou c'est parce que du point de vue des transporteurs, c'est plus rentable? C'est quoi la logique derrière ça? C'est des appareils qui sont chers à opérer, qui sont énergivores, ils sont lourds. Alors, c'est sûr qu'on va vers des matériaux plus légers, puis on va vers des appareils plus petits parce qu'ils consomment moins d'énergie. En même temps, pourquoi on fait ça? Il ne faut pas toujours s'imaginer que les décisions d'affaires sont si rationnelles que ça. On parle toujours on utilise ce terme d'isomorphisme pour expliquer un peu à quel point les entreprises se copient les unes les autres. Et pendant un bon moment, le modèle perçu comme gagnant, ça a été celui du hub and spoke, de la plaque tournante. Et c'est le modèle que les marchés financiers, ni plus ni moins, voulaient bien voir les compagnies aériennes utiliser. C'est un modèle qu'on a dû créer parce que on faisait face à la déréglementation du transport aérien. Alors, autant de la réglementation
l'aviation, tout était centralisé. La décision de mettre tel appareil sur telle route, c'était une décision à la limite gouvernementale. Alors, une fois qu'on laisse aller le libre marché, on se dit, OK, comment on va faire pour coordonner tout ça? Alors, ce système de hub and spoke qui était perçu finalement comme le moyen le plus efficace de transporter des gens de régions éloignées, de leur donner accès à un réseau de transport international, à des destinations internationales de la façon la plus économique. Je ne suis pas en train de dire que ça va disparaître parce quand on a vu l'avènement des low-cost carriers, les transporteurs au rabais, début des années 80, qui voyageaient, qui se promenaient d'aéroport secondaire en aéroport secondaire, on pensait que c'en était fini de la plaque tournante. Et avec l'arrivée du 380, le très grand Airbus, c'était comme un vote de confiance pour la plaque tournante. Alors, on a l'impression que le règne, c'est ça, bon, avec la fin du 747, l'arrêt du 380, le règne des grands avions comme ça est terminé. C'est quoi l'avion du futur? Bien, écoutez, moi, je pense qu'avec ce qui se passe en ce moment, quelle grande période de questionnement. Non seulement ça va excessivement mal, mais aussi on va se dire, bon, est-ce que c'est prudent de transporter autant de monde en même temps? Donc, c'est là où un plus petit appareil comme la série, comme le A220, pourrait créer de très agréables surprises dans les années à venir. Mais tout ça dépend aussi de ce qui va arriver. Oui, et l'aviation d'affaires, juste en terminant, Madame de Staël, bon, c'est le modèle de Bombardier maintenant. Est-ce que ça peut être payant? Ça pourrait l'être. On pourrait exactement faire le même calcul. Des avions de ligne plus petits, oui, mais d'autre part, peut-être que l'avion d'affaires va être attirant pour les voyageurs. Mais en même temps, tout ça, ça veut dire que le transport aérien sera peut-être bien moins démocratique dans les prochaines années, et ce sera une chose qui sera réservée pour ceux qui pourront se le permettre, hein, plutôt que cette idée de s'entasser à plusieurs dans une cabine. Et on compte sur vous pour surveiller cette grande transformation. Madame de Staël, merci beaucoup d'avoir été là. Ça m'a fait plaisir.